Je n'ai pas pu fermer les yeux pendant des semaines. Les personnes ayant survécu à des fusillades dans des écoles ou universités, que s'est-il passé? J'ai été le premier intervenant dans la fusillade à Sandy Hook. J'étais un secouriste volontaire qui travaillait à plus de 30 km de l'école, mais qui a été appelé malgré la distance et le temps de réponse, parce que nous étions les seuls à pouvoir intervenir à ce moment-là. Si je devais décrire la scène, je dirais qu'elle a changé ma vie. Je pensais avoir des histoires d'accidents à vous donner la chair de poule, mais cette journée je n'arrive même pas à en parler sans pleurer. J'espère ne devoir plus jamais passer devant cette école. Les cris des parents, des enseignants et des autres élèves sont encore gravés dans mon esprit. Je n'ai pas pu fermer les yeux pendant des semaines sans voir des cadavres. Pour résumer ce qu'il s'est passé, Adam Lanza, un jeune homme de 20 ans, a pénétré dans l'école armé de plusieurs armes à feu et a ouvert le feu, tuant 20 enfants âgés de 6 et 7 ans, ainsi que 6 membres du personnel de l'école. L'attaque a suscité une vague d'indignation et de tristesse dans tout le pays et a eu un impact significatif sur le débat national sur la législation en matière de contrôle des armes à feu. Lanza, le tireur, s'est ensuite suicidé sur les lieux de la fusillade. Depuis ce jour, je suis une personne différente. Je suis toujours une thérapie hebdomadaire et je n'ai pas fait de grands pas vers la guérison. Mes pensées vont à tous ceux qui ont été impliqués et à leurs familles. J'étais à la fac pendant une fusillade en 2016. Il s'agissait seulement d'un étudiant diplômé frustré par sa note qui avait tiré sur son directeur de thèse puis a fini par se tuer lui-même, mais nous ne le savions pas à l'époque. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une fusillade de masse. Je rentrais à pied à mon appartement situé juste à côté du campus lorsque l'on a annoncé que des coups de feu avaient été signalés et qu'il fallait rentrer à l'intérieur parce que le campus était fermé. J'ai fini de rentrer chez moi et j'ai regardé le journal avec quelques amis. D'autres amis se cachaient dans les salles de classe. Le plus fou, c'est la quantité de fausses infos qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les différents messages de groupe dont je faisais partie. On a parlé d'un plus grand nombre de personnes abattues et de plusieurs tireurs qui préparaient une attaque coordonnée à divers endroits du campus, etc. Je pense juste que c'était l'effet boule de neige. J'ai appelé ma mère par la suite et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas appelé plus tôt parce qu'elle ne voulait pas que mon téléphone sonne au cas où je me cacherais. J'étais dans une salle de cours lorsqu'un des élèves s'est levé, a pointé un pistolet sur la tête d'un autre et a tiré, puis il s'est enfui du bâtiment en courant. C'était dans les années 80, il n'y avait donc pas de procédure à suivre en cas d'urgence, nous avons donc tous quitté le bâtiment dans différents états de choc. Je ne me suis pas senti menacé, donc personnellement ça ne m'a pas trop affecté. La victime a survécu et le tireur a passé plusieurs années dans un centre de correction juvénile. Je vais au lycée de Saugues et j'étais à l'école lors de la dernière fusillade qui a eu lieu il y a quelques années. Je vais commencer par le début. Je suis arrivé à l'école vers 7h10 parce que je suis mormon et que j'avais un cours appelé séminaire, en gros, une étude biblique. Je suis entré et je me suis dirigé vers le fond du campus, mais je pouvais encore voir l'endroit où ça s'est passé, dans la cour. Je me détendais avec mes amis quand j'ai regardé et j'ai vu un gamin qui marchait très vite vers le milieu de la cour. Il a tiré sur une fille devant lui, je ne dirai pas son nom mais je la connaissais bien, et elle est morte sur le coup, j'en suis presque sûr. À ce moment-là, je ne me souviens plus de grand-chose. J'ai juste couru. J'ai couru et quand j'étais à bout de souffle j'ai encore couru jusqu'à ce que je m'effondre sur le trottoir à l'extérieur de l'école et qu'un parent vienne m'aider à me relever. C'est le moment le plus effrayant de ma vie. Je connaissais le gamin qui a tiré. Je connaissais la fille qui est morte. Je connaissais l'un des blessés. J'y fais encore face aujourd'hui et ça m'a vraiment traumatisé. J'ai actuellement du stress post-traumatique, l'autre jour une chaise est tombée et à cause du bruit je suis resté paralysé dans ma chambre pendant quelques heures avec une crise d'angoisse. J'espère que personne n'aura jamais à faire face à quelque chose de ce genre. J'allais à l'école à côté d'une autre école où une fusillade avait eu lieu. C'était notre école jumelle, de sorte que tous les élèves de l'école la connaissaient en quelque sorte tous ceux de l'école B. Le matin où la fusillade s'est produite, je me souviens d'avoir vu tous les enseignants se rassembler et se serrer les uns contre les autres dans le couloir arrière de notre école. J'ai croisé le regard de l'un d'entre eux, qui était visiblement très affligé. Je me suis tourné vers mon voisin et je lui ai dit « Il se passe quelque chose de grave », il a ri et m'a dit que j'étais paranoïaque. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Ils ne nous ont rien dit. Ils ont essayé de cacher le fait, mais comme beaucoup de gens avaient des liens avec l'autre école, nous l'avons tous découvert rapidement. 4 enfants sont morts ce jour-là. Le week-end précédent, j'ai vu un garçon qui était très mignon et j'ai envisagé de prendre son numéro. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais timide. Mais le matin où c'est arrivé, j'ai pensé à lui et à ce qui se serait passé si on s'était rencontrés. J'ai appris qu'il était l'un des enfants qui sont morts. Ça me hante encore un peu aujourd'hui.
Nous avons entendu 5 coups de feu et nous nous sommes assis dans un coin pendant un petit moment, puis il y a eu des cris. J'ai entendu un gars gémir de douleur à l'extérieur, puis une balle a traversé le mur et a égratigné mon ami, nous sommes partis dans un autre coin, puis il y a eu 2 autres coups de feu. J'envoyais des SMS à mes amis et à ma famille. Les flics nous ont emmenés, il y avait du sang dans les couloirs et nous sommes restés dans le froid pendant quelques heures. Une de mes amies a reçu 3 balles dans la jambe, mais elle va bien. J'ai été un peu perturbé quelques jours après, mais je vais bien maintenant, je suis juste complètement désensibilisé. J'étais étudiant à Virginia Tech lors du massacre de 2007. Je n'étais pas directement impliqué dans l'incident ou quoi que ce soit d'autre, j'étais simplement étudiant dans les dortoirs. C'était vraiment surréaliste. Ce matin-là, mes amis et moi étions assis dans les dortoirs et regardions les infos évoluer sur le campus. On a commencé par parler d'1 ou 2 blessés, à ce moment-là, nous n'avons pas fait grand cas de la situation. Je me souviens que le présentateur a dit à un moment donné que les nouvelles données faisaient état de plus de 20 morts, le décompte final était de 32, et nous nous sommes tous figés. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une erreur, mais ce n'était pas le cas. Au fur et à mesure que la journée avançait, nous avons contacté nos amis pour nous assurer qu'ils allaient bien, mais on n'avait pas de réseau. J'ai eu le sentiment très désagréable qu'une de mes amies un peu en marge était en danger et j'ai essayé de lui envoyer un message. Un autre de nos amis a été tué par balle. Les jours suivants ont été étranges. Les cours ont été annulés et beaucoup ont quitté le campus. Le président Bush est venu nous parler, mais je suis sûr que même lui s'est senti impuissant, n'ayant pas grand-chose à apporter. Finalement, ils ont annulé le reste des cours et des examens pour le semestre et l'année scolaire s'est terminée. L'été a été difficile. Dans mon emploi d'été, les gens essayaient sans cesse de me parler de la fusillade, qu'il s'agisse de collègues ou de clients. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais pas d'inconvénient à en parler avec les autres étudiants, mais avec personne d'autre, y compris mes autres amis et ma famille. J'ai fini par quitter cet emploi et en trouver un autre, sans dire à personne que j'étais étudiante à cette fac. Le retour à l'école m'a paru tout aussi surréaliste. Nous avons fait beaucoup d'activités pour remonter l'esprit de l'école lors des matchs de foot, mais l'atmosphère était vraiment différente. Je me sentais très mal à l'aise dans les amphithéâtres et chaque fois que mon esprit divaguait, j'imaginais qu'un tireur entrait et nous tuait. Ce sentiment persiste encore parfois, dans les grandes salles, je me mets à penser à une tuerie. Je dirais toujours que c'est ce jour-là que je suis passé de l'état d'enfant à celui d'adulte. J'ai changé de manière à la fois positive et négative. J'ai noué de nouveaux liens avec mes camarades de classe, mais je me suis senti isolé de certaines autres personnes. Ce fut sans aucun doute l'expérience déterminante de ma vie de jeune adulte. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu parler de ces expériences avec qui que ce soit. Aujourd'hui, j'essaie d'en parler plus ouvertement parce que j'essaie de plaider pour un avenir meilleur. Lors de ma première année de lycée en 2013, le premier jeudi de la rentrée après les vacances d'hiver, un élève est arrivé en retard à l'école avec un fusil de chasse. Il est entré dans sa première heure de cours et a pris pour cible les élèves qu'il avait malmenés. Le campus tout entier a été verrouillé pendant ce qui a semblé être des heures. Une chose qui m'est restée en mémoire, c'est mon professeur d'anglais de la première heure qui a pris une paire de ciseaux et nous a dit qu'il était prêt à faire ce qu'il fallait pour assurer notre sécurité. Cet homme, marié et père de famille, nous a fait savoir, au cours de ce qui a probablement été l'expérience la plus effrayante de sa vie, qu'il serait prêt à faire le sacrifice ultime pour assurer notre sécurité. Heureusement, il n'en est jamais arrivé là, mais il est toujours difficile d'imaginer ce qu'il a dû ressentir en ce moment. Il y a quelques semaines, j'ai assisté de très près à ce qui aurait pu être une fusillade dans une école. Personne n'a été blessé. Aucun coup de feu n'a été tiré. Mais ce qui s'est passé m'a tellement perturbé que je vois maintenant un thérapeute pour en parler. Au mois d'août, j'ai commencé à travailler comme enseignant suppléant dans l'un des pires districts scolaires du pays. Il manque cruellement de fonds et de personnel. La plupart des enfants ont droit à des repas gratuits ou réduits en raison de leur pauvreté. Beaucoup viennent de foyers brisés où la violence, la toxicomanie et les activités criminelles font partie de la vie quotidienne. Ce travail a été l'un des plus difficiles que j'ai jamais eu. La plupart des enfants avec lesquels je travaillais refusaient de rester assis, et encore moins de lire ou d'écrire. J'ai été harcelé sans relâche et régulièrement menacé de violences physiques. J'avais souvent l'impression de travailler dans un centre de rétention plutôt que dans un collège. Le mois dernier, je terminais une mission d'éducation spéciale dans un collège notoirement mauvais. Aucun élève ne se comportait bien, mais il y en avait un en particulier qui faisait des ravages. C'était vers la fin de la journée et son comportement ne faisait qu'empirer. Pendant la période de cours, il a renversé des chaises, jeté des crayons sur d'autres élèves, m'a traité de salope et a essayé de me cracher dessus. Physiquement, il était le plus petit et le plus moche de la classe, mais il avait la rage d'un homme d'âge mûr en prison. Finalement, le directeur s'est présenté environ 30 minutes avant la dernière sonnerie.
il est venu parce qu'il avait entendu tout le bruit et l'agitation qui régnaient dans la classe. Sa présence n'a rien fait pour désamorcer la situation. En fait, elle n'a fait qu'empirer les choses. L'élève a commencé à renverser des bureaux, à lancer des ciseaux de sécurité sur le directeur et à menacer de se battre avec lui. À ma grande horreur, le directeur a riposté en traitant l'élève de « bébé » et de « faible ». Malgré ce comportement horrible, il m'a semblé très contraire à l'éthique et au professionnalisme de se moquer de cet enfant devant ses camarades. Je pouvais voir que l'enfant luttait pour retenir ses larmes. À ce moment-là, un aide d'enseignant est arrivé et a fait sortir les autres élèves de la classe, ils n'étaient que 4, car il s'agissait d'une classe d'enseignement spécialisé. Il ne restait plus que moi, le directeur et cet enfant de 12 ans, viol et grossier. J'étais curieuse de voir comment le directeur allait gérer la situation. Il a appelé le père de l'enfant et lui a demandé de se présenter à l'école. Le téléphone était sur haut-parleur. Le père hurlait sur son fils, le traitant de petite salope, et menaçant de le battre lorsqu'il rentrerait à la maison. Il était évident que les services de protection de l'enfance allaient intervenir. Pendant que nous attendions que le père arrive, un agent de sécurité est entré dans la classe pour aider le directeur. Je n'ai pas pu maîtriser physiquement l'enfant déchaîné, car je n'ai ni licence ni formation. L'agent de sécurité a insisté pour fouiller le sac à dos de l'élève. Cela a rendu l'enfant extrêmement nerveux. Il serrait le sac contre sa poitrine et refusait de le lâcher. Il ne voulait vraiment pas que quelqu'un voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Tous les autres élèves avaient été renvoyés et il ne restait plus que nous 4 à attendre que le père se présente. Après une longue lutte, l'agent de sécurité a réussi à ouvrir le sac à dos et à en extraire une petite arme de poing. À ce moment-là, des policiers sont arrivés, le père furieux se tenait dans le bureau et criait sur le directeur, et on m'a demandé de partir. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. Je n'étais remplaçant que depuis 4 mois, mais j'ai démissionné le lendemain matin et je suis actuellement au chômage. C'était en 2004, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à l'époque, l'école était entourée d'un grand nombre de mauvais quartiers et beaucoup de membres de gangs fréquentaient l'école. Dans mon pays, chaque classe a sa propre équipe de basketball et nous organisons un tournoi pour voir quelle classe peut remporter la couronne de basketball de l'école. Comme de nombreux joueurs étaient liés à des gangs, des rivalités ont vu le jour et certains problèmes ont commencé à se poser. L'un des enfants de terminale sortait avec l'une des filles les plus belles de l'école et un autre gars qui était en première était jaloux de lui, tous deux appartenant à des gangs différents. Le match a été annulé et ils ont été exclus de l'école pendant une semaine. Après ça, des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu'à leur retour, il y aurait une grande guerre entre les deux gangs rivaux après l'école. Le jour venu, tout le monde était anxieux, l'école venait de se terminer et on entendait beaucoup de monde à l'extérieur de l'école. Soudain j'ai entendu la fusillade et malheureusement les gars en terminale ont été tués par balle après l'école. J'étais à Columbine lors de la fusillade. J'étais dans la cafétéria quand ça a commencé, juste à l'extérieur, et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce de terminale. Après avoir réalisé que ce n'était pas le cas, j'ai couru me cacher. Je suis resté là pendant 2 heures, blotti dans un coin avec des élèves et des professeurs. Je n'avais pas vraiment peur, c'était plutôt une montée d'adrénaline qui a duré ce qui m'a semblé être des jours. Le temps semblait passer très lentement et c'était franchement ennuyeux. C'est un sentiment étrange que je ne peux pas décrire. J'étais plus inquiet pour mes amis et ma petite amie que pour moi-même. J'ai entendu des coups de feu de très près, mais je n'ai jamais vraiment eu l'impression que j'allais être touché de quelque manière que ce soit. Mes parents ont eu plus de mal que moi, surtout ma mère. Elle était en état de choc et pleurait de façon incontrôlée lorsqu'elle est venue me chercher. Mon frère était dans le collège qui a été fermé. Il ne voulait pas rester bloqué à l'école, alors il est rentré à pied. Quand nous sommes arrivés à la maison, il jouait à des jeux vidéo comme si rien ne s'était passé. C'est bientôt le 9e anniversaire d'une fusillade qui a eu lieu dans mon lycée lorsque j'étais en terminale. Un élève qui avait été suspendu plus tôt dans la journée est revenu à l'école avec l'arme de poing de son père, est entré dans le bureau du proviseur adjoint qui l'avait suspendu et a ouvert le feu. Il a tué le directeur adjoint et grièvement blessé le directeur de l'école qui réagissait au bruit de la fusillade. L'élève s'est enfui de l'école et s'est suicidé dans un parking non loin du campus. J'étais en classe à ce moment-là et l'interphone a annoncé que nous étions en code rouge, verrouillage. Certains étudiants et enseignants disent se souvenir que l'annonce précisait qu'il ne s'agissait pas d'un exercice, mais je ne suis pas vraiment certain que ça ait été inclus ou non. C'était avant que Twitter ne soit très populaire et il y avait beaucoup de confusion et de désinformation dans les textes que les gens recevaient d'autres étudiants dans le bâtiment et de leurs familles ou amis qui regardaient maintenant l'histoire se développer à la télé. Nous avons finalement appris que l'école allait sortir du code rouge et que les étudiants et le corps enseignant seraient libérés salle par salle et escortés hors du bâtiment par un officier de police armé. Nous avons attendu ce qui nous a semblé être des heures, nous avions manqué le déjeuner et la salle était agitée, et on a finalement frappé à notre porte pour nous indiquer que nous allions partir.
Le policier nous a fait sortir par l'arrière de l'école et a traversé un parking qui menait à une église voisine de l'école. J'ai retrouvé mes parents et je suis rentré chez moi pour regarder mon école aux infos. Plus tard dans la soirée, je suis allé dîner avec quelques amis pour passer du temps ensemble et nous avons appris que notre directeur adjoint avait succombé à ses blessures. Nous avons terminé notre repas en silence, payé l'addition et sommes allés à l'école pour une veillée aux chandelles. Il devait y avoir plus de 400 personnes avec des bougies et des pancartes faites maison, et les gens se sont relayés pour prier et s'adresser à la foule. Rien de planifié ou d'officiellement organisé, juste une occasion pour les gens de se rassembler. Ça fait peut-être cliché quand les gens disent « je n'aurais jamais pensé que ça arriverait ici », mais c'est vraiment la seule réponse qui ait un sens après un événement comme celui-là. Je me souviens d'une intense tristesse dans les jours qui ont suivi et j'ai pleuré plus que je ne l'avais jamais fait auparavant ou depuis. Lorsque je repense à cette journée, j'aime me souvenir de la gentillesse de la communauté lors de la veillée aux chandelles et des affiches de soutien des écoles voisines qui ont tapissé le couloir principal du bâtiment pendant le mois suivant. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et à partager vos histoires et opinions en commentaire.